Voilà, donc dans une première partie, là, on voulait vous parler un peu des premières leçons de la crise Covid en endoscopie. Je vais vous en parler à titre personnel. Donc, qu'est-ce que j'ai retiré de cette crise? Je pense que ce que la société savante, la SFED, peut en retirer sur la gestion de crise future du même acabit, et puis d'une manière générale en tant que médecin. Ce que nous a appris le Covid, c'est on va voir à nous bénéficier de certains biais cognitifs, à faire la différence entre ce qui est domaine du risque et de l'incertitude. Et on va voir que ça, c'est un vrai problème, à souligner certaines de nos forces, à mettre à jour certaines de nos faiblesses. La première leçon qu'on peut retenir de cette crise, c'est que vient de la recherche en psychologie cognitive et en psychologie sociale qui ont donné lieu à un certain nombre de modèles généraux qui partitionnent l'esprit humain en deux grands systèmes. Vous avez d'un côté ce qui est l'intuition, qui sont des processus automatiques qui dérivent de façon spontanée et rapide des impressions, et puis vous avez la raison, qui est un processus contrôlé de façon qui donne de façon délibérée des jugements. Là, c'est plutôt le cortex frontal, alors que l'intuition, vous savez, c'est amygdalien. Et il faut savoir que l'intuition nourrit la raison, et la raison peut tempérer l'intuition, mais pas tant que ça. Et ce qui explique pourquoi la peur, et notamment de l'inconnu, prend souvent le pas sur la réflexion. La deuxième chose à savoir, c'est que la psychologie évolutionniste explique que certains processus mentaux remplissent une faculté adaptative. Donc on cherche toujours à donner du sens à ce qu'on voit et à ce qui nous arrive sans forcément que ce sens réponde à une représentation vraiment cohérente de ce qui se passe dans notre environnement. La deuxième leçon peut venir de ce qu'on appelle la différence qu'il y a entre le risque et l'incertitude. Ça, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises dans l'analyse de la crise et des inconnus, parce qu'on mesure pas ce qui est du domaine du risque et de l'incertitude. Le risque, c'est des situations dans lesquelles toutes les informations pertinentes sont connues, et notamment les différentes alternatives, les conséquences et les probabilités. L'incertitude, ça désigne à l'inverse des situations où certaines informations pertinentes sont inconnues et ne peuvent qu'être estimées. Vous aviez Donald Rumsfeld qui avait bien expliqué ça au moment de la deuxième guerre en Irak, dans une célèbre conférence de presse, et qui disait il y a des choses connues, ces choses dont nous savons, c'était à propos des armes chimiques, ces choses dont nous savons que nous les savons, il y a des inconnus connus, c'est-à-dire des choses dont nous ne savons que nous ne les savons pas, mais il y a aussi des inconnus inconnus, des choses que nous ne savons pas, que nous ne les savons pas. Alors ça fait rire, ça peut faire sourire, mais il faut bien savoir que dans l'incertitude, on est face à des inconnus inconnus. Voilà. Ce qui était le cas face au Covid. La troisième leçon qu'on peut tirer, c'est que c'est des périodes qui sont propices à l'émergence de croyances irrationnelles, et encore plus au moment des fake news, qui n'ont pas du tout épargné le domaine scientifique, tout simplement parce que les hommes, ce qu'ils veulent en fait, c'est effectivement pas de la connaissance et de la certitude, que la croyance n'est pas de la connaissance, et que le degré de confiance qu'on peut avoir dans une narration n'est absolument pas un indicateur de sa véracité. Vous avez plein d'experts qui sont venus nous expliquer des choses très intéressantes avec énormément d'aplomb, et ce qui ne veut pas forcément dire que c'est vrai pour autant. Et donc ça amène à une autre notion qui est assez intéressante, c'est celle des biais cognitifs. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça, mais on va voir que au moment de la crise Covid, dans les premiers mois, on a eu pas mal de biais qui sont rentrés en œuvre. Le premier, c'est ce qu'on appelle le biais de modèle mental, qui consiste à se demander, quand on est face à un phénomène inconnu, à quoi on a affaire. C'est pour ça que vous avez un certain nombre de gens qui ont dit au départ, c'est une grippe, une petite grippe, une vilaine grippe, une méchante grippe. En réalité, ça n'avait rien à voir avec une grippe, mais on cherche toujours à rattacher quelque chose d'inconnu à un modèle mental connu. Le deuxième biais, c'est celui de la croissance exponentielle, qui est assez contre-intuitive, et on est en train de le vivre là en ce moment au moment de la reprise, la possible deuxième vague. Vous aviez Jérôme Salomon qui disait le 16 mars la situation devient grave car le nombre de cas double tous les 4 jours. En fait, quand on voit une courbe exponentielle, on imagine toujours qu'elle va monter de manière linéaire, on n'imagine pas qu'elle va monter de manière exponentielle. Et pire que ça, si vous faites un zoom sur une exponentielle, c'est toujours une exponentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais partie plate, et qu'on est exactement dans le même cas de figure. La semaine dernière, on disait le nombre de cas commence à doubler tous les 3 jours, etc. Oui, comme depuis le début que ça reprend, ça reste une exponentielle. Ce qui explique un certain retard au démarrage des mesures à mettre en place.
Le troisième biais, ça c'est un biais qui consiste à penser que ça peut jamais arriver chez nous ce qui se passe. Alors on l'a surtout vu dans certains effectivement pays un peu plus populistes, au Brésil, aux États-Unis. Mais enfin, ça nous a pas épargné non plus quand les Italiens ont été touchés. On s'est dit, les Italiens, c'est comme ça, ils sont plus vieux, ils ont un système de santé qui est pas le même que le nôtre. Ils regardent le foot. Enfin bon, ça peut pas arriver en France, et pourtant ça nous est arrivé de la même manière. Vous aviez un quatrième biais qui est le biais de rétrospection. Donc, ce que je disais un petit peu avant, c'est-à-dire consiste à dire que prédire est difficile, rendre compte est facile. Et le problème, c'est qu'on a des experts qui excellent dans l'art de raconter ce qui s'est passé. Voilà. Mais effectivement, cette capacité à rendre compte du passé n'explique et n'implique pas du tout de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et ça vient, vous avez deux modes de penseurs. Vous avez ce qu'on appelle les hérissons qui voient le monde au travers d'une grande idée, donc c'est surtout les philosophes, et puis vous avez ce qu'on appelle les renards qui apprennent le monde au travers de multiples petites idées, et en général les experts de type renard sont plus sensibles à la complexité du monde et plus circonspects dans leur raisonnement. Mais on a surtout, en fait, sur les plateaux de télé, puisqu'on est en recherche de dichotomie, donc c'est blanc ou c'est noir, et ça intéresserait personne de recevoir sur un plateau de télé un expert qui dit en réalité je ne sais pas. Voilà, donc il faut des gens qui sachent. Le quatrième biais, donc c'est toujours le même, c'est un biais d'excès de confiance. Ça c'est très intéressant. C'était une étude qui était parue aux États-Unis. En fait, ils avaient cherché, ils avaient demandé à des experts de prédire à la mi-mars quel serait le nombre de cas le nombre de nouveaux cas aux États-Unis. Donc parmi les meilleurs épidémiologistes américains. Et il y avait une espèce de consensus autour de 19 000 nouveaux cas. C'est-à-dire que le 15 mars, en gros, quand on demande aux meilleurs experts épidémiologistes américains combien de cas il y aura à la fin du mois de mars, ils sont tous d'accord pour dire 19 000 à peu près. Il y en a qu'un qui était un petit peu plus circonspect sur son. En réalité, 12 jours plus tard, c'était un facteur 7. Il y en avait 140 000. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est quand on demande à ces experts au début, vous voyez qu'ils ont des intervalles de confiance extrêmement serrés, donc ils sont très sûrs de leurs prédictions. Et quand on leur demande 8 jours après, donc une fois que ça a commencé à monter en flèche, combien il y aura de morts aux États-Unis, là, ils commencent un petit peu à douter d'eux-mêmes. Et donc il y a cette idée qu'en plus de ça, trop de connaissances tue probablement la prédiction et la bonne analyse des choses, ce qui est très complexe en fait. Vous avez un cinquième biais, donc qui est le biais d'imitation. Regardez, nos comportements sont influencés par ceux des autres. Si 10 personnes mettent un masque, la 11e personne qui rentre va mettre le masque. Si personne ne met le masque, personne ne met le masque. C'est pour ça qu'il explique qu'on a eu des comportements un petit peu irrationnels, y compris maintenant, alors qu'on a peur d'une éventuelle deuxième vague. Le biais de confirmation, ça c'est très intéressant. On l'a vu énormément, notamment autour de l'hydroxychloroquine. Pour vérifier la croyance que tous les signes sont blancs, il est probablement plus pertinent de rechercher s'il existe un signe noir plutôt que d'autres signes blancs. Trouver un signe blanc supplémentaire ne prouve absolument pas que la règle tous les signes sont blancs soit vraie, alors que trouver un seul signe noir suffit à prouver qu'elle est fausse. Alors là, on en vient plus, au sujet qui nous intéressait, c'est-à-dire comment on a dû faire face en très peu de temps à un certain nombre de questions qui nous ont été posées. Alors, vous les connaissez, elles sont sur le site de l'ASFED puisqu'on a répondu à la plupart de ces questions, mais on s'est retrouvé avec une quantité de questions à laquelle il fallait répondre en très peu de temps, comme comment ne pas saturer le système de soins, qui a été la première à se poser, comment déprogrammer puis reprogrammer massivement des examens, comment prioriser les actes et définir ceux qui doivent être maintenus, comment protéger les personnels et les patients, comment éviter la perte de chance, comment reprendre le dépistage du cancer, comment gérer le niveau de risque des hospitalisations, comment ventiler les salles. Un certain nombre de problèmes auxquels il fallait répondre quand même assez rapidement. Alors on a appris quand même beaucoup de choses pendant ce temps-là. On a appris comment se protéger, effectivement. On a répondu à l'international comme au national à un certain nombre de questions. On a appris aussi à gérer, à se protéger, à revoir les parcours de soins, à screener les malades, à prioriser nos indications. Et ça, finalement, en très très peu de temps. On a pu répondre effectivement avec la SFED et ça, bien sûr, il faut remercier tout le conseil d'administration qui a fait un gros travail là-dessus sur toutes ces questions-là.
avec un service rendu dont témoignent effectivement les consultations de nos sites internet et des différentes news, qui a été assez fort sur la période effectivement entre mars et juin, avec une explosion effectivement des consultations, parce que les gens étaient vraiment très en demande de réponses sur tous ces sujets. Malgré ça, et c'est sûr que si on posait la question effectivement à la plupart des gens, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait quand il le fallait, est-ce qu'on a réagi bien mais trop tard, trop peu ou trop tard, trop tôt ou trop fort, il y a forte chance qu'il y ait beaucoup de gens qui nous disent qu'on a réagi peut-être peu, qui nous diront qu'on a réagi comme il fallait quand il le fallait, parce que c'est le problème, c'est qu'on arrive toujours un peu après, un peu avant, c'est toujours difficile de mettre le bon curseur. Cela dit, je vous rassure, on a reçu énormément de mails et de contacts téléphoniques qui nous ont remercié quand même pour le travail qu'on avait fait, et voilà, j'ai tendance à penser qu'on l'a bien fait. Juste un exemple, là vous avez l'infographie avec les cas en réanimation, les cas graves. Là vous voyez, on est le 25 mars. Voilà, ça on est au 5 avril. On a pris nos recommandations de limitation d'activité le 11 mars. Vous avez vu la manière dont la vague s'étendait sur le nombre de cas en réanimation. Quand on a pris nos recommandations de limitation d'activité, on l'a fait le 11 mars. Dans la semaine qui a suivi, c'est toutes les sociétés savantes du monde qui ont pris les mêmes recommandations de limitation d'activité. Alors évidemment, le confinement a changé effectivement cette évolution, mais ça, quand on a pris toutes nos mesures au début, on ne pouvait pas le savoir. Et heureusement que le confinement a fonctionné. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez violent qui commençait à prendre forme. Donc la plupart des recommandations qu'on a faites étaient vraiment au tout début de la crise, et notamment que ce soit sur les mesures de protection, sur la limitation de l'activité. Voilà. Alors ce qu'on peut regretter effectivement, c'est qu'il y a un certain nombre de régions peu ou pas impactées par le Covid, qui ont eu une activité limitée, mais là je dirais que c'était malheureusement pas la question de la société savante, c'est la question du pilotage régional des ARS, du pilotage et des plans blancs, qui ont quand même limité la reprise de l'activité dans un certain nombre d'établissements, avec notamment des ARS qui ont quand même très peu joué leur rôle, et parfois de manière assez ubuesque. Nous on a eu comme ça, on était destinataire d'une circulaire le 20 avril qui nous disait à la fois il n'est pas question de remettre en cause le principe de déprogrammation qui a été acté, et en même temps les activités de consultation et de dépistage et de diagnostic doivent être garanties pour éviter tout retard des soins. Donc en gros, déprogrammer tout mais ne passer à côté de rien. Ils ont été aussi incapables de réorganiser, de sanctuariser certaines filières de soins, et ça a obligé quand même l'État à reprendre la main sur un certain nombre de sujets. Là, je vous mets par exemple, alors là, ça c'est très rigolo, c'est le plan Ebola de 2014, parce que vous savez qu'à l'époque il y avait eu un doute sur une épidémie, et lors du plan Ebola, effectivement, ils ont créé cet organigramme décisionnel en cas de pandémie ou d'épidémie grave. Et vous voyez toutes les couches et les sous-couches de strates, etc. Mais on se rend compte surtout en se replongeant dedans, on voit bien que toute la partie orange a relativement quand même dysfonctionné, et que ce qui a plutôt bien marché, c'est quand finalement l'État a repris la main sur un certain nombre de sujets, que ce soit la gestion des stocks, et que ce soit l'organisation territoriale et le transfert des malades, etc. Mais toute la partie bleue a plutôt bien fonctionné, la partie orange, ça a été la catastrophe. Alors, il y a quand même des éléments positifs dans cette crise qu'on peut tirer, comme ça, analyser. Je dis vive la mondialisation parce que, vous savez, le nombre de publications, le nombre de travaux qui sont sortis en très peu de temps. Nous, on l'a vu dans le domaine de l'endoscopie, on en parlera après, sur la protection. Là, on sent bien l'émulation qu'il y a pu avoir, et c'est quand même un atout phénoménal, et que c'est pas la mondialisation qui est à l'origine de l'épidémie, mais ça a été plutôt la réponse. Bon, on peut espérer que l'Europe réagisse aussi plutôt bien et s'organise un petit peu mieux sur les crises suivantes. Il y a une prise de conscience quand même, y compris dans le milieu médical, et ça je crois qu'il faudra qu'on le prévoie aussi à l'avance, de tous ces biais cognitifs, et surtout de la différence entre le risque et l'incertitude. Et ça on va reparler après, et notamment quand on aura à prendre des décisions dans le futur sur la réorganisation de nos parcours de soins et de nos salles d'endoscopie.
faut bien vérifier qu'on est bien dans le domaine du risque et on n'est pas dans le domaine de l'incertitude pour pas tomber dans des principes de précaution à outrance. Ça nous aura permis quand même d'améliorer probablement nos parcours, de prioriser nos indications, et ça va probablement, et c'est un sujet qu'on va discuter après, améliorer de manière assez disruptive les règles sanitaires en endoscopie. Et puis c'est un tremplin forcé, mais quand même vers d'autres formes de communication et notamment d'e-congrès. Les nouveaux risques, va falloir faire attention, qu'on se retrouve pas avec une nouvelle case Covid à côté du risque à TNC. Peut-être que le Covid va disparaître et il faudrait pas qu'on ait à remplir un papier pendant 50 ans en souvenir de ce Covid. Il va falloir bien analyser effectivement un certain nombre de sujets, dont les temps de ventilation et les normes environnementales, pour pas avoir des normes farfelues. Il va pas falloir mettre le principe de précaution à toutes les sauces, donc bien analyser ce que je disais avant, c'est-à-dire les risques et non l'incertitude. Et puis éviter certains mauvais boucs émissaires. Voilà. Je finirai juste là-dessus. Le vrai problème de l'humanité, c'est le suivant. Nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie divine, et c'est un peu le problème qu'on a vu ces derniers temps. Voilà, je pense qu'on va passer au deuxième sujet. Donc maintenant, je passe la parole à Stéphane. Alors, pour faire une introduction, il faut savoir que pourquoi on vous présente une enquête sur les systèmes de ventilation dans les plateaux techniques d'endoscopie. Il se trouve que c'est pas un sujet qui était sur le tapis, hein. Et puis il se trouve qu'il y a eu une note du Haut Comité de Santé Publique sur les systèmes d'aération dans les blocs opératoires, et l'endoscopie était citée à deux reprises, sans dire que c'était une endoscopie bronchique, sans dire que c'était une endoscopie digestive, avec des normes qui nous imposaient. Donc on est allé en arrière, voir dans les archives de l'ASFED, et là on a trouvé quelques éléments, et il nous a paru important qu'il y avait peut-être des failles, on ne savait pas ce qu'étaient nos systèmes de ventilation. Et donc, il y a une enquête qui a été lancée par Stéphane. Alors, il s'agit de résultats préliminaires, il va me dire. Il faudra compléter, mais je pense que c'était important qu'on soit au courant de l'état de la situation actuelle. Stéphane. Merci beaucoup. Alors, pourquoi cette enquête sur la ventilation? Stan vient de le dire. Il y a eu un virus respiratoire. Je pense que vous êtes vaguement au courant. Le principe même de la désinfection, c'est la désinfection et l'aération pour enlever les particules qui vont se déposer, puis une redésinfection une fois que c'est déposé. Et comme l'a dit Stan, on est quasiment complètement absent de toutes les recommandations sur les salles d'op, les salles d'interventionnel. Il y a de temps en temps le mot interventionnel, mais on sent bien que c'est pour les salles de radiologie. Et on a très peu de recommandations sur l'endoscopie. En tout cas, en France, il n'y a quasi rien. Alors il y a quand même des papiers, je vais passer rapidement parce que je pense que Stan va en parler. On a pas mal de papiers qui prouvent que dans nos salles d'endoscopie, il y a des pollutions. Il y a des pollutions de composés organiques, des pollutions de CO2, des pollutions de NO2. Et ce qu'on peut voir, c'est la partie droite de la diapo. Clairement, les trois premières pollutions, les composés organiques, les particules de moins de 2,5 micromètres, et le CO2 sont clairement liés au nombre d'endoscopies que vous faites dans la salle. Il y a un modèle de Cox qui le prouve. Le papier dont je vous avais déjà parlé à plusieurs reprises, qui date de 2019, d'avant la crise Covid, et qui c'est un papier très intéressant. En fait, ils mettent un masque, une visière sur l'opérateur, mais ils mettent une visière uniquement pour recueillir les particules que prend l'opérateur dans le visage. Et donc, il démontre très clairement qu'il y a une pollution très importante quand on fait de la gastroscopie, mais aussi quand on fait de la coloscopie. Il y a une pollution qui est aussi, quand il pose une visière sur le mur derrière lui à 5-6 pieds, parce que c'est des mesures anglo-saxonnes, il y a une pollution aussi. Et ils ont un contrôle positif. Ils frottent l'endoscope sur une visière pour avoir un contrôle positif, et ils ont en SSPI des visières qui sont sur les murs pour avoir un contrôle négatif, et clairement il y a une souillure de nos visages dans les salles d'endoscopie.
On le savait un peu, sauf qu'on est tous d'accord qu'on mettait assez peu le masque, assez peu les visières et assez peu les calots. En tout cas, on se protégeait pas assez. Alors ça, je vais passer vite, c'est juste une lecture que je vous recommande. C'est un papier de 2009 qui rappelle toutes les protections qu'il faut avoir en cas d'épidémie de virus respiratoire. Alors cette enquête, la voilà. Grâce à notre site internet, elle a été en première page et elle est encore accessible quasiment de la première page assez rapidement. Et elle comporte 3 questionnaires. Alors, comme ces questionnaires vous ont paru rébarbatifs, j'ai eu beaucoup de critiques sur le côté trop technique. Je vais vous apporter les réponses que je peux vous apporter aujourd'hui avec les résultats préliminaires. Et je vais essayer de vous expliquer à quoi correspondent ces termes un peu trop techniques dont on n'a pas l'habitude. Donc les premières réponses du premier questionnaire, qui est le questionnaire rempli par le gastro-entérologue, eh ben on a pas mal de réponses. On a 108 réponses, c'est quand même pas mal. 108 réponses entre le 16 juin et le 24 août, et on voit bien que sur la progression du temps, finalement, ça arrive à peu près tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une relance, mais il n'y a pas 2 gros à-coups de réponse, ça arrive progressivement. Ce qui ne veut pas dire que la relance n'était pas utile. On a 45 privés lucratifs, 8 privés non lucratifs, 30 publics universitaires et 33 en CHU. Sachant qu'une réponse par centre suffisait, c'est quand même pas mal, 108 centres. Alors si on regarde les questions les plus intéressantes, réalisez-vous les endoscopies dans plusieurs centres. 74 ont répondu à un seul centre, 34 plusieurs centres. Connaissez-vous le type de ventilation de vos salles ? 59% ne connaissent pas le type de ventilation de leur salle. C'est même étonnant que ça soit aussi peu. Franchement, je pensais qu'on allait être à 90%. Connaissez-vous l'existence des normes ? Eh bien, évidemment, 82%. Pensez-vous être bien informé ? 81% ne se sentent pas bien informés. J'en faisais largement partie. Avez-vous participé à la conception de vos salles ? 86% des gastro-entérologues n'ont pas participé à la conception de leurs salles. J'en fais partie. Moi, on m'a construit un bloc, les ingénieurs m'ont dit on va te mettre le top. Bon, j'ai dit oui. Mais je me suis pas du tout plongé à l'époque sur le type de ventilation, la taille des salles et machin. J'ai juste vérifié la taille, que ça rentrait bien, qu'on allait pouvoir mettre une scopie et machin. Et franchement, je leur ai fait confiance. Je me suis pas du tout intéressé à toute la partie technique que je ne connaissais pas des salles opératoires. Et alors, il y a un truc qui m'inquiète énormément. Et c'est une question qui m'est venue quand j'ai discuté avec Geoffroy, qui nous a dit moi, ils sont seulement en train de me livrer les travaux. Et donc on a demandé depuis quand existaient derniers travaux, en tout cas de quand datait la livraison de la salle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la très grande majorité des salles d'endoscopie ont moins de 10 ans. Donc ça veut dire que on aura du mal à faire évoluer les choses, à budgéter les choses pour les faire évoluer, sachant qu'elles ont bougé il y a peu de temps. Alors, nombre de salles que votre établissement accorde à l'endoscopie digestive sans anesthésie. On voit que ça va de pas de salle à 4 salles, et la grande majorité à une salle sans anesthésie, une salle ou 2. Nombre de salles que votre établissement accorde à l'endoscopie sous anesthésie. On voit que là, il y en a beaucoup plus. On a même des centres qui en ont 4 ou 5. Réalisez-vous des endoscopies dans un bloc opératoire ? Alors peut-être qu'on n'a pas été assez clair. On aurait dû mettre bloc opératoire de chirurgie. Et là, on a 43% de non, 65% de oui. Donc ça fait beaucoup de centres qui sont dépendants des chirurgiens, mais qui, d'un autre côté, bénéficient de la technicité de ces blocs-là. Réalisez-vous des endoscopies dans un service de radio ? Je pensais qu'il y avait encore beaucoup plus de gens qui faisaient du KT en radio, et il n'y en a plus beaucoup. Là, 7 sur 108, finalement, c'est devenu assez peu nombreux. Et pourtant, les salles d'endoscopie de radiologie interventionnelle ont des normes qui sont mieux contrôlées que les nôtres, puisque nous, on est complètement absent de toutes les recos. La ventilation dans vos salles est-elle identique ? Oui, non. Moi, je dois avouer que j'ai des salles d'endoscopie sans anesthésie qui sont catastrophiquement ventilées avec des VMC, et des salles d'endoscopie sous-âgées où c'est quasiment un vrai bloc, et donc du coup, c'était mon cas. Et puis la désinfection des surfaces, on avait posé quelques questions, et ce qui m'a plus intéressé, c'est le temps qui se passait entre chaque malade, puisque c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup battu, c'est là-dessus qu'il y avait le côté syndicaliste de il faut qu'on puisse passer suffisamment de malades dans une plage opératoire.
Et je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas pour gagner plus de pognon, c'est vraiment parce qu'on a une file d'attente gigantesque et qu'il faut que les malades puissent accéder au bloc. Et donc, si on nous invente tout d'un coup 3/4 d'heure entre chaque malade, la file d'attente de malades qui attendent ne passera jamais et ils vont mourir du cancer. Donc, c'est pas, il faut bien expliquer aux politiques que ce n'est pas seulement une question de pognon. Et donc là, on a une désinfection entre deux malades. Qui va de 1 à 5 minutes à 12 à 15 minutes, ce qui correspond à peu près aux normes. Mais là, je pense qu'il faut qu'on soit plus précis dans nos questions, puisque ça dépend du type de produit que vous utilisez. En fonction de chaque produit et de chaque concentration, le temps de pause est différent. Et donc, il va falloir qu'on fouille un petit peu tout ça. Le questionnaire 2, qui était toujours destiné aux gastro-entérologues, là, on a un peu moins de réponses, 58 réponses pour l'instant. La question 1, c'est l'hospitalisation ambulatoire est-elle purement médicale ou chirurgicale? Alors pourquoi cette question? Ça va être une question très politique parce que si vous êtes dans un petit centre comme le mien, je bénéficie de la chirurgie ambulatoire. Sauf que j'ai déjà senti des mouvements des chirurgiens qui, eux, ont une pression dingue de l'ARS et du gouvernement pour faire un pourcentage de chirurgie ambulatoire très important. Or, qu'est-ce qui prend de la place dans un service commun? L'endoscopie, l'ophtalmo. On est les deux gros centres, les deux gros groupes qui mettons un max de malades dans ces secteurs. Et donc, du coup, on commence à nous faire sentir, en tout cas c'est le cas chez moi, donc méfiez-vous, tu prends trop de place, on va commencer à te limiter parce que l'ARS regarde ce qu'on met comme malade en chirurgie ambulatoire, la vraie chirurgie, pas l'endoscopie. Et donc, du coup, il faut que tu nous laisses de la place. Donc, attention, là, il va peut-être y avoir des batailles rangées aussi sur l'endroit où on range les malades, en tout cas, surtout s'il y a une bataille à côté sur l'endoscopie en chirurgie. Et donc, il va falloir qu'on soit très clair avec le gouvernement, le ministère et les ARS. Et peut-être que notre société savante a un rôle à jouer. En tout cas, on a 18 centres qui ont la chance d'être purement médicaux, c'est le cas de Cochin, c'est-à-dire qu'ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent avec leur hôpital de jour d'endoscopie ou leur centre d'ambulatoire d'endoscopie. Voilà pourquoi cette question était importante et je pense qu'il va falloir qu'on y réfléchisse à un moment. Quand on demande combien vous faites de séjours ambulatoires par an, je vous ai mis la répartition. 16 centres ont répondu moins de 917, 9 centres entre 1000 et 1800, 7 entre 2000 et 2500. 3 centres m'ont répondu entre 10 000 et 12 000. Donc il y a quand même une grande variabilité. Je pense que Mermoz doit être dans le tas. Il y a une grande variabilité dans le nombre de passages dans les centres. Dans notre société savante, on s'occupe de petits centres et on s'occupe de gros centres. Le nombre de salles, là aussi, il y a encore des grosses différences, un peu comme dans le questionnaire d'avant. Et je vous ai mis le bronchique parce que dans beaucoup de centres, et notamment les petits, on nous impose ou on nous propose. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une chance d'accueillir le bronchique. Ça permet à nos infirmiers de faire des choses un peu différentes. Ça nous permet d'acquérir des connaissances un peu différentes, d'être un peu plus riche en connaissances. Mais il faut partager l'espace. Et partager l'espace avec des endoscopies bronchiques au moment d'une épidémie de virus respiratoire, c'est un petit peu différent. Et moi, du coup, ils ont une salle qui est à côté de ma salle d'endoscopie sans anesthésie, qui a la même ventilation pourrie, c'est-à-dire une VMC, la même que vos toilettes, le petit ventilateur qui permet de changer l'air en 3 jours de toute la salle. Et donc, ça pose des problèmes, et ça pose des problèmes d'organisation de vos salles d'attente, de route du malade entre l'entrée dans le service, l'accueil, la checklist, la salle d'attente, l'entrée en salle d'endoscopie, la sortie des salles d'endoscopie, la sortie du service. Et quand vous partagez ça avec les pneumos, c'est parfois un peu compliqué. Alors le questionnaire 3 était destiné aux ingénieurs biomédicaux et donc pour l'instant on est un peu en échec puisque je vous ai même pas mis combien j'avais de réponses, je vous ai mis les réponses que j'avais pour l'instant. Et donc, vous voyez qu'on a une trentaine de réponses, enfin une trentaine de salles pour lesquelles on a des questionnaires. Et en fait, il y a très peu de centres. Il y a Mermoz, Besançon, Brest, Saint-Brieuc, merci Saint-Brieuc, et la clinique de la Croix-du-Sud et la clinique Saint-Privat. Donc, j'espère que ça va. Si on relance un petit peu, ça va marcher. Mais je pense que la relance ne suffira pas.
Et j'ai pris contact avec l'association des ingénieurs hospitaliers de France. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais je vais essayer de les contacter. Peut-être qu'il faudra que les présidents se causent. Et, il faut qu'ils nous aident. Je pense que ça les concerne autant que nous. Pas du tout. Bon, excuse-moi. Alors, du coup, comme ce questionnaire est imbouffable pour un gastro-entérologue et que les ingénieurs dépendent d'eux, je vous explique à quoi correspondent les différentes questions de ce questionnaire pour que ça soit plus simple pour vous. Donc, globalement, pour un ingénieur, il y a plusieurs niveaux de risque. La zone de risque 2, c'est la SSPI, mais c'est la même qu'un service de moyen à long séjour, c'est la même qu'une salle de rééducation. Donc clairement, on ne peut pas être en zone 2. La zone 4, c'est la chirurgie orthopédique, le flux laminaire, tout le bazar. On n'a pas besoin de tout ça. Donc même si notre nom n'apparaît pas, on ne peut être qu'en zone 3. La même zone qu'une salle de chirurgie cardiovasculaire, une salle d'obstétrique d'accouchement, je pense que ça correspond bien à une salle de coloscopie, une salle de réanimation, une salle de radio, une salle de neurochir. En termes de ventilation, pardon, attention à ce que je dis. J'ai quand même 2-3 notions d'anatomie qui me restent. Donc si on se place en zone 2, mais encore une fois, on se place en zone 2 de manière empirique parce que notre nom n'apparaît nulle part. Nulle part, il y a le mot endoscopie, et j'ai cherché partout. Donc, je vous ai mis le niveau de l'orthopédie, le niveau de la SSPI et le niveau de l'endoscopie qu'on peut imaginer, c'est-à-dire la classe de risque 3. Et donc, ça correspond à de l'ISO 7, du CPT10, du M10, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire au final que vous avez un taux de brassage de votre volume de salle qui doit être supérieur à 15 volumes heure. Si vous faites le calcul, ça veut dire qu'en 6 minutes, vous avez renouvelé 2 fois le volume de votre salle. Donc, entre deux malades, vous faites votre désinfection. 6 minutes, c'est le temps de recoucher le premier en SSPI, de faire rentrer le deuxième tranquillement. Vous êtes parfaitement dans les clous si vous avez cette ventilation-là. Si vous avez cette chance-là. Et du coup, on ne peut pas nous imposer, même en période catastrophique, des temps d'une demi-heure qui ne permettent pas de soigner tout le monde. Alors, bien sûr, les orthopédistes ont un flux laminaire et ils sont à plus de 6 volumes heure. Et puis, une SSPI, ça doit être à plus de 10 volumes heure. Alors ça, c'est les résultats de ma salle. Du coup, pour la première fois, j'ai regardé les résultats. Et il se trouve que, voilà, j'ai une salle qui fait 139,17 mètres carrés. J'aurais pas été foutu de vous dire ça. Mètres cubes, j'aurais pas été foutu de vous dire ça. Parce que 139 mètres carrés, ça fait beaucoup quand même. Et puis, du coup, le taux de brassage est tout à fait correspondant. Alors, qu'est-ce que veut dire l'ISO, là, qu'on pose comme question? Eh bien, ça correspond à ça. Ça correspond à la concentration maximale admissible de particules pour certaines tailles. Ce qui veut dire que si vous regardez bien, pour une salle d'orthopédie, il faut très peu de particules, y compris de toute petite taille. Alors ça, c'est carrément les salles blanches de l'aéronautique, qui nous concernent pas du tout. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'ISO 7 et l'ISO 8. Et vous voyez, il y a un nombre de particules de 0,5, 1 et 5 microns qui sont quand même des grosses particules qui doivent être en dessous de 352 000 pour celle-là. Alors, voilà les résultats de ma salle. Ça n'a assez peu d'intérêt. Ça veut dire quoi CP5, CP10, CP20? Eh ben, en fait, ça correspond à la décroissance du nombre de particules quand on ventile la salle vide. Et donc, nous, on est censé être en CP10. Ça veut dire que en 10 minutes, il ne reste plus on a éliminé 90% des particules de la salle. C'est ça que ça veut dire CP10. Qu'est-ce que veut dire M1, M10, M100? Alors, ils ont inversé le tableau, histoire qu'on comprenne pas, mais on va y arriver quand même. Globalement, on est au milieu, ce qui nous simplifie les choses. On est censé être M10. Ça correspond au nombre d'unités formant colonie. Heureusement, on a l'habitude parce que c'est les mêmes unités que quand on fait les prélèvements de nos endoscopes, sauf que les prélèvements des endoscopes, c'est liquide, là c'est des prélèvements aériens. Et du coup, nous, on doit être M10. Ça veut dire on doit avoir moins de 10 unités formant colonie par mètre cube d'air quand on fait les prélèvements.
ma salle n'est pas du tout aux normes. Je me suis rendu compte que tout ce qui était côté endoscopie, c'était bien nettoyé. Le clavier des anesthésistes, le pouce-seringue des anesthésistes, tout le reste, c'est la catastrophe. Donc, on a du boulot à faire là-dessus. Alors, le flux laminaire, c'est surtout hyper intéressant. Il y a une littérature gigantesque pour les orthopédistes. C'est impressionnant parce que eux, ils ont cette connaissance-là parce que c'est indispensable pour eux. Voilà, nous, on n'a pas du tout besoin de flux laminaire. Un flux non laminaire nous va très très bien. Donc, en fait, une centrale de traitement de l'air qui permet ça, c'est ça. Alors, c'est pas forcément en long. En étudiant les plans de différents hôpitaux, on voit que c'est ou au-dessus de votre bloc, ou en dessous de votre bloc, ou à côté. Le mien, il est à côté, et du coup, elle est en deux parties, ce qui tient dans un... Franchement, la salle de ventilation, c'est un tout petit peu plus gros que des toilettes PMR. À peine plus gros, et là, je ventile les deux salles avec. Donc, ça tient. Mais ça veut dire que si on nous impose une ventilation correcte pour pouvoir tourner correctement, ça veut dire qu'on est très nombreux en France à devoir faire des travaux, et des très gros travaux qui vont coûter très cher. Alors, dedans, il y a des filtres, et les filtres GFF, GMF et MFF, ça veut juste dire gros, moyen, fin. Et donc, c'est exactement comme les mêmes systèmes de filtration de votre salle de lavage pour l'arrivée de l'eau chaude. C'est vous changez les gros filtres moins souvent que les petits filtres, exactement comme pour les filtres d'eau, ça coûte une fortune. Et à chaque fois que vous les changez, vous mettez des filtres à 3 000, 4 000 euros. Hein, mais ce filtre-là, j'ai regardé les fréquences de change. Certains filtres sont changés tous les ans, d'autres sont changés tous les 3 ans. Rien à voir avec notre système d'arrivée d'eau. Avec certains filtres qu'on change tous les 3 mois. Hein. Alors quand même, on n'est pas au bord du désespoir, on n'est pas tous obligés de faire des travaux de dingue. Si vous ne pouvez pas faire des travaux, vous pouvez faire rentrer ces espèces de grosses armoires. Ça a été le cas dans les réanimations à Besançon, ils ont fait ces achats-là, j'en ai vu arriver partout. Je crois que le CHU en a acheté 50 à Besançon. 50, j'ai pas réussi à trouver le prix exact. Je pense que personne n'a voulu me le donner, y compris les ingénieurs. En tout cas, si vous rentrez dans une salle, même aussi pourrie que ma salle d'endoscopie non interventionnelle, sans anesthésie, qui est ventilée par une VMC de base, avec ça, vous arrivez à avoir un renouvellement d'air de 2500 mètres carrés heure. Donc dans une petite salle, vous êtes archi dans les clous. Mais ça prend un peu de place, ça prend la place d'une armoire de rangement. Au passage, si mes résultats étaient mauvais dans le bloc, c'est aussi en grande partie parce que, comme dans beaucoup de centres, il y a toutes les prothèses biliaires rangées les unes à côté des autres, qu'on les a laissées en carton parce que quand elles sont pas en carton, on peut pas les rendre au labo et que ça rentre pas dans les armoires, donc on ferme pas les armoires. Et du coup, tout ce que vous allez faire rentrer comme carton, ça fait des particules. Alors jusqu'à présent, je pensais plutôt au côté pratique de comment on range pour qu'une infirmière dans le noir puisse trouver rapidement le bon stent de la bonne taille. Maintenant, il faut qu'on pense aussi attention aux particules et attention au renouvellement d'air. Voilà, je vous remercie. C'était juste une piste d'explication sur le fait que tu n'aies pas eu beaucoup de réponses au 3e questionnaire. En tout cas, moi personnellement, là où ça a bloqué, c'est que en fait, il n'y avait pas que des questions sur la ventilation, sur ce 3e questionnaire. Il y avait aussi plein de questions sur le matériel d'endoscopie qui était utilisé, notamment. Et chez moi, dans ma clinique, ça a bloqué là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas pour quelle raison, c'est des données qu'ils ne veulent pas diffuser, pour une raison qui me semble irrationnelle, mais qui fait que je n'ai pas eu de réponse de l'ingénieur biomédical pour cause de stop de la direction à cause de ça. Et pas sur le central de traitement d'air. Non mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que si on renvoie le questionnaire, peut-être qu'il faut qu'il soit splitté. Dans l'ordre. Il y a une différence du coup entre le renouvellement de l'air sur la norme ISO et sur les particules. Si tu n'as pas les filtres qui vont avec, effectivement, tu n'arrêtes pas les particules, tu fais que les remuer en fait.
En fait, en chirurgie orthopédique, c'est pas du renouvellement d'air qu'ils font, c'est du changement d'air. C'est-à-dire que non seulement le flux est laminaire, mais ils apportent de l'air neuf. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que notre air soit filtré et changé. Et donc, il faut effectivement que si en 6 minutes, on a modifié, on a changé l'air de la salle 2 fois en la filtrant, ça nous va parfaitement. Et on aura des résultats plus que... Dans les recommandations européennes ou autres, on a dit que les patients Covid+ devaient être faits dans des salles à pression négative. Et moi, mon hygiéniste il dit que il est assez prudent sur ces chambres à pression négative qui sont en réanimation. Parce que nous aussi, on n'a pas moi j'ai pas dans mon centre, j'ai une aération, j'ai tous les filtres, mais j'ai pas de salle à pression négative. Alors, je sais pas dans vos centres, mais moi, ils ont, au départ, on était censé faire un bloc dédié au Covid. Et puis finalement, il y en avait tellement qu'on a très rapidement mis les Covid dans des salles standards. Sauf que c'est ce qu'on avait mis dans nos recommandations, c'est-à-dire qu'il y a un circuit adapté, le malade Covid+ arrive, il y a personne autour, que les professionnels. On le rentre dans la salle, on l'intube dans la salle, on l'extube dans la salle, ce qui nous fout quand même complètement dedans au niveau du timing. Hein. Du coup, une simple CPRE qui va durer 12 minutes, c'est le bloc immobilisé pour plus d'1 heure. Hein. Et du coup, il y a le circuit retour avec une extubation en salle. Donc du coup, il faut attendre qu'il se réveille, il faut l'extuber. Au moment de l'extubation, c'est le plus gros risque d'aérosolisation. Donc il vaut mieux être dans une salle bien ventilée où l'air va être changé. Et puis après, en toute logique, on lui remet son masque chirurgical pour qu'il protège l'entourage. Et là, on attend que la salle soit ventilée 2 fois et 6 minutes, c'est bon. Question courte, réponse courte. C'est pas une question, c'est juste peut-être qu'une remarque, une suggestion. Pour diminuer la pollution en lien avec le stockage des prothèses, ce qu'on a fait dans notre centre, nous on les a sortis des salles et on a un armoire de rangement dans le couloir où sont rangées prothèses biliaires, duodénales, par classe. Mais je pense que c'est quelque chose qui est envisageable s'il y a de la place. Juste pour la troisième partie du questionnaire, tu nous as dit qu'il y avait très peu de centres qui avaient répondu, qu'il y a peut-être un biais aussi dans l'interprétation des résultats, comme le souligne Ariane, que ce sont les centres qui sont probablement le plus aux normes qui ont répondu. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre brut à peu près de nombre de centres en conformité parmi ceux qui ont répondu ? Non, je peux pas te le dire parce qu'en fait c'est très variable. En fait, c'est même pas un centre, c'est des salles qui sont aux normes et des salles qui sont pas aux normes. Le cas de Besançon, c'est ça, c'est qu'on a 2 salles sous âgées qui sont nickel et 2 salles sans anesthésie qui sont largement en dessous de ce qu'il faudrait. Et 3 salles sont... Juste aussi une remarque, toute la partie effectivement questionnaire numéro 1 sur les questions en lien avec le bloc opératoire, comme tu l'as dit, il faudra reformuler parce que c'était pas clair sur le fait si c'était dans un bloc chirurgical. Pardon. La vraie question, c'est sur le questionnaire numéro 3. Alors, pour répondre à Ariane, je pense que s'ils veulent pas répondre, ils répondent pas. Moi, je croyais avoir répondu, donc il faut que là, on ait la liste et que on ait une représentativité effectivement de ce qui se passe. Et il faut pas que les gens, alors c'est vrai que c'est aride, hein, d'aller voir si on a une ventilation, on a une filtration qui est correcte. Moi, je le sais parce que tous les ans, je fais l'entretien. Hein, on ferme pendant 3 jours et on va faire les endoscopies dans un bloc chirurgical parce que ils vérifient toute la ventilation de toutes les salles et la ventilation centrale et on change les filtres. Nous c'est tous les ans avec une grande, mais je sais pas, tous les 3 ans, il y a un contrôle plus précis, une maintenance plus précise. Mais je dois vous dire, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ferme 3 jours pour ça. Au mois d'août, ça se fait toujours au mois d'août, s'il y a moins de malades. Donc tout ça, va falloir qu'on le fasse. Je pense que c'était important de vous sensibiliser à ça, parce qu'on est dans un vide des plateaux techniques d'endoscopie. Je vous demande de plus utiliser les blocs, parce que les blocs, ça fait chirurgie, et je pense qu'il faut qu'on se distingue de la chirurgie, et il faut parler de plateaux techniques d'endoscopie, et qu'on ait des normes, même si, à titre personnel, je pense qu'on va être de plus en plus obligé d'aller vers des normes de blocs chirurgicaux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis convaincu. Le problème, c'est que si un jour on fait des recommandations,
avant de faire les recommandations, on a besoin de savoir comment travaillent les collègues. On ne pourra pas... si on fait des recommandations, il faut qu'elles soient acceptables et... En même temps, il y ait du temps pour les financer. Exactement. Et que ça aide nos collègues à pouvoir négocier avec leur administration des conditions de travail correctes. Donc moi, je vais vous parler du système d'air et des risques potentiels de transmission de micro-organismes par voie aérienne. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ça? Probablement, effectivement, que pendant le confinement, on avait un peu de temps. Et puis surtout, j'ai eu la question d'un membre de la Suède qui nous a interrogés. Et la question était la suivante. J'ai fait une endoscopie en réanimation avec ma colonne d'endoscopie à un patient Covid positif. Mon médecin hygiéniste m'interdit de réutiliser cette console. Donc, comme j'ai dit à mes internes quand je leur ai fait le topo, il y a deux solutions. Soit tu lui dis c'est un... et puis tu continues, soit tu t'intéresses au système d'air des endoscopes, et ce que j'ai fait. Donc, comme vous le savez, les endoscopes, ils sont à risque de transmettre des infections virales ou bactériennes. Beaucoup de progrès ont été faits par les firmes depuis 20 ans. C'est surtout l'amélioration de l'optique. C'est les diminutions du risque d'infection avec les décontaminations, les normes. Vous avez un tas de les luttes contre le biofilm. Mais quand on regarde, l'architecture des endoscopes n'a pas été très modifiée. Et en particulier, je me suis intéressé au système d'insufflation qui, à mon avis, est un petit peu archaïque. Et il faut savoir une chose, c'est que par rapport aux endoscopes utilisés en urologie, en bronchoscopie ou en ORL, on est les seuls à avoir de l'insufflation d'air. Donc, nous, on a une spécificité particulière. Et quand vous regardez les recommandations, je vais y revenir tout à l'heure, il n'y a aucune recommandation sur le système d'air des endoscopes. Alors, avant, je voudrais... revenir sur la transmission des virus aériens et des maladies respiratoires. Ce que je vais dire, là j'ai mis le Covid-19, mais vous voyez que la diapo, elle est de 2016. Elle est de 2016. Pourquoi? Parce qu'il y a tas de virus et de micro-organismes qui peuvent se passer par voie aérienne. Il y a la grippe que vous connaissez, il y a le SARS, l'ancêtre en 2004, le MERS, mais il y a d'autres virus, le virus syncytial, il y a des bactéries, le BK, on l'a oublié, et puis des levures. Et en fait, là, c'est une diapo en 2016, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle résume exactement ce qui se passe dans la transmission aérienne. En fait, vous avez deux modes de contamination. Le premier en haut, c'est quand vous allez aéroliser les particules, c'est-à-dire quand vous toussez, vous éternuez. Vous avez des microparticules qui font moins de 5 microns, et elles vont être dans l'air, elles vont flotter dans l'air, et elles vont aller sur plusieurs mètres. Et là, elles peuvent contaminer directement le patient ou quelqu'un que vous avez chez vous dans la rue. Et puis vous avez une deuxième qui est la plus fréquente quand vous parlez, quand vous avez une expectoration surtout. Eh bien, vous avez des grosses particules de plus de 5 microns. Elles vont voyager, entre guillemets, sur moins d'1 mètre, et elles vont aller soit directement chez votre voisin si vous êtes très près de lui, soit sur vos mains qui vont être l'élément qui va contaminer, soit sur tout l'environnement. C'est ce que les Anglais appellent les fomites. J'ai découvert ce terme-là. Et là, elles vont vivre plus de 24 heures éventuellement. Ça dépend du milieu, ça dépend de la température, ça dépend de l'humidité. Et en particulier, vous voyez, on s'est posé la question, pourquoi dans les abattoirs? Dans les abattoirs, tout est métallique et les particules, elles restent plus de 24 heures vivantes. On retrouve de l'ARN du virus. Et puis quand il y a quelqu'un d'autre qui va venir mettre ses mains, et c'est pour ça que c'est important de se laver les mains, eh bien, quelqu'un va se contaminer les mains et va les mettre soit au visage, soit les yeux, puisqu'il y a une transmission. Vous savez que les ophtalmos ont eu des taux de contamination extrêmement importants. Donc ça, c'est important. Un, la transmission aérienne, et deux, une transmission indirecte par les fomites. Alors, ça, c'est une étude, j'ai beaucoup aimé, en Italie, à Milan. Là, c'est une salle de réanimation. Vous voyez? Et là, ils ont fait des prélèvements dans l'air,
ils ont fait des prélèvements sur le lit du malade, ils ont fait des prélèvements sur les claviers et les écrans du matériel de réanimation, et puis ils ont fait également dans la salle où on se change, et puis dans les couloirs. Alors voilà les résultats. Tout ce qui est vert, les résultats sont négatifs. Tout ce qui est rouge, c'est positif. Donc vous voyez, tout ce qui était pour le staff en vert, et puis tout ce qui était pour se déshabiller, c'est en vert. Donc il n'y a pas de traces du virus, hein, on a des traces de virus. Par contre, vous voyez, dans les salles de réanimation, vous avez des tas de points, je vais le détailler. Et également dans le corridor où passaient les malades pour aller faire des examens, il y a du virus. Alors ce qu'ils ont montré, et les Chinois l'avaient montré avant, c'est que vous trouvez du virus dans l'air. Vous prenez de l'air, vous filtrez, vous allez en trouver dans une salle de réanimation. Vous allez en trouver sur les lits, vous allez en trouver, comme je vous l'ai dit, sur les écrans d'ordinateur, vous allez en trouver sur les claviers, quoi bref, vous en trouvez un peu partout dans la salle. Hein. C'est le résultat. Et donc le virus en réanimation, même si vous avez des ventilations importantes, il est déposé sur, et là, c'est plus le système de ventilation d'air, c'est le système comment, c'est le nettoyage de tous ces endroits qui est nécessaire. Alors, vous savez, au début, on a dit, il n'y a pas de transmission aérienne du virus. Et puis, il y a eu ce papier dans un restaurant, puis un deuxième papier qui vient de le montrer. En fait, il y a une transmission aérienne. Alors, comment ils l'ont montré en Chine? En fait, vous êtes dans une salle de restaurant, vous regardez en haut à gauche. En haut, vous avez deux climatiseurs. Alors, il y en a un qui est, paraît-il, défectueux, bon, et qui projette l'air vers les tables ABC et l'autre vers les tables vers le bas. Et en fait, il y a un monsieur, là, celui qui est en jaune, le 24 janvier, lui, il est infecté, c'est celui qui va être l'infecté le premier, et il va venir déjeuner dans ce restaurant. Et vous voyez, les points rouges, les autres, c'est tous ceux qui vont être malades dans la semaine qui suit. Et en fait, on sait qu'entre les tables ABC, ils se connaissaient pas, ils se connaissaient pas du tout. Et en fait, l'air, compte tenu de la configuration de la salle, l'air allait vers le mur opposé et puis revenait. Et c'est comme ça qu'ils pensent que le virus, d'un côté, a contaminé la table B et dans l'autre sens, a contaminé la table C. Et l'OMS, au mois de juillet, l'OMS a dit et a fait un communiqué tout à fait intéressant pour dire que la contamination par l'air était marginale, la plus importante c'est par ce qu'on appelle les fomites, mais qu'elle existait en particulier lorsqu'il y avait une aérolisation. Donc ça c'est un élément important à connaître. Donc voilà ce qui a été dit par l'OMS, transmission aérienne démontrée pour certains virus, transmission du Covid-19 par l'air possible, transmission possible dans les situations d'aérolisation, et le dernier point qui, pour nous, tous les gestes endoscopiques par voie haute sont aérolisants. Alors, il faut dire une chose sur ce virus par rapport aux autres virus respiratoires, sa concentration est maximum dans l'oropharynx et moins dans le poumon. Normalement, pour les autres virus, c'est surtout dans le poumon, et moins, lui, il est dans l'oropharynx. Hein. Donc il y a des fortes concentrations, et nous, quand on passe l'endoscope, vous le savez, on insuffle dans les sécrétions, et c'est ça l'aérolisation. Bon, alors maintenant, intervention à nos endoscopes. Bon, bah vous connaissez, hein, je vais pas vous faire un dessin sur les systèmes d'endoscopie avec les pompes, les machins, les sources de lumière, l'écran, etc. Voici les recommandations de l'ESGE. Pas un mot sur les recommandations de transmission aérienne, donc c'est assez simple, c'est tous les risques infectieux, c'est les recommandations les plus récentes. Et donc, je me suis intéressé aux différents processeurs. Il faut que vous savez que dans vos endoscopes, soit vous avez les derniers cris, ça c'est le Olympus qui est sorti il y a 3 mois, il faut distinguer deux choses. Il y a la boîte qui contient la source de lumière et la boîte qui contient le processeur. Ces boîtes, normalement, étaient séparées, on va le voir. Maintenant, le nouveau processeur Olympus, hein, je fais pas de pub, maintenant ils sont dans la même boîte. Je vous ai mis une petite flèche pour dire, tiens, mais il y a des systèmes d'aération. Celui de droite, c'est le Pentax. Alors lui, il est aéré de partout. Hein. Donc, tous les sources de lumière et les processeurs ont
des systèmes de ventilation. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, les sources de lumière, elles peuvent être au xénon, et en ce moment, elles sont en train d'être remplacées par des LED. Alors, vous le verrez tout à l'heure, j'ai fait mesurer la température d'une lampe au xénon. Je ne sais pas si vous savez, 323 degrés. D'accord? Le LED, on ne peut pas mesurer parce que c'est dans un système fermé. Mais à l'intérieur de la boîte à lumière, la température est à 25. Donc ça veut dire qu'il y a un système pour refroidir, et on y reviendra. Il y a une seule exception que j'ai découverte à cette occasion, c'est je fais pas de publicité pour une marque, hein. C'est le système Pentax Imagina. Lui, il a des LED à l'extrémité des endoscopes. Et il a un système d'autocontrôle de ces LED, alors c'est breveté bien sûr, pour diminuer la température des LED à l'extrémité. Ce qui fait que, je vous montrerai tout à l'heure, son système de ventilation est plus faible dans sa boîte, puisqu'il n'y a plus de lumière dans la boîte, dans le processeur. Et le fuse était comme ça au passage, avec cette même technologie. Alors, maintenant, excusez-moi, on va essayer d'identifier les problèmes. Alors voici une image d'une source de lumière. Ici, c'est la Fuji, hein, comme vous voyez, je fais pas de publicité pour l'un ou pour l'autre. Et je vous ai mis les flèches. En fait, il y a 3 éléments qui vont nous intéresser. La source de lumière. Vous avez branché l'endoscope sur la gauche. Les ventilateurs. Et puis une pompe d'insufflation de l'air des endoscopes. En effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'air que vous allez insuffler, il est pris dans la boîte. Et puis dessous, vous avez la prise d'air. Dans le Fuji, c'est dessous, mais ça peut être latéral. Alors voilà le schéma que j'ai fait pour essayer d'envoyer. Donc vous avez la lampe au xénon, vous avez ce qu'on appelle la tête de l'endoscope qui se connecte ici, vous avez les ventilateurs là-bas, et puis vous avez la pompe à air. La pompe à air, elle a des petits trous et elle prend l'air de la boîte. Et puis il y a un petit tube en plastique, je vais vous montrer des photos tout à l'heure, qui va aller sur la source de lumière, et ici vous allez avoir le petit trou ici, il va communiquer avec celui-là qui est celui de l'endoscope, et puis il va partir dans l'endoscope. Donc le constat, l'air servant au refroidissement des processeurs est prélevé tel quel dans l'environnement de la salle et rejeté dans la même salle. Donc s'il y a des particules virales ou autres, elles rentrent dans la machine, l'air, il rentre dans la boîte, il est expulsé à grande vitesse et avec des débits importants. Alors souvent derrière où il y a l'anesthésiste, hein, mais il ne le sait pas pour l'instant. Et l'air non filtré sert aussi à l'insufflation de l'air dans les appareils d'endoscopie digestive, mais aussi, vous allez le voir, à l'instillation de l'eau, ce qui est très amusant. Alors voici les ventilateurs. Alors on n'a pas n'importe quoi. Vous voyez que dans le Fuji Eluxeo, c'est 2 ventilateurs quasiment de 2 mètres cubes minute, c'est-à-dire une endoscopie qui dure 1 heure. Vous faites les comptes, 4 mètres cubes, 240 mètres cubes passent dans la boîte, plus le processeur, vous rajoutez 35 mètres cubes. Donc vous avez 300 mètres cubes en 1 heure qui passent dans la boîte. Pour les Pentax, vous voyez que celui qui est au xénon a 3 ventilateurs, donc ça fait à peu près, vous multipliez 2 mètres cubes minute par 3, 7, c'est encore plus. Par contre, vous voyez que pour le système Pentax avec des LED à l'extrémité, vous avez que 2 mètres cubes minute. Alors pourquoi il faut ventiler un processeur? Parce que les microprocesseurs, ça chauffe. Et dès que vous avez des microprocesseurs, il faut abaisser la température. Sans ça, au-delà de 40 degrés, il casse. Alors voici un système. Alors c'est amusé là, je remercie mes chefs de clinique. C'est tout le système d'air. Donc vous allez à la pompe, suivez surtout le tuyau vert. On prend l'air dans la source, et puis là, il y a une dérivation dans la tête de l'endoscope qui va aller vers comment ça s'appelle, le réservoir à eau. Et en fait, l'eau va être
insufflé dans l'endoscope grâce à un système d'air une colonne d'air que vous actionnez. Et puis, donc, l'eau revient, et c'est le canal bleu. Et là, vous avez des différences entre les firmes. Donc, l'eau, vous avez, en fonction des endoscopes, soit un canal air, soit un canal eau séparé, c'est le cas de Pentax et de Fuji, soit un canal air-eau commun, c'est Olympus. Et là, ils ont raison, puisque de toute façon, c'est l'air ou l'eau, elle est en contact, donc je vois pas pourquoi il faut. Mais bon, c'est pour vous montrer la conception des endoscopes. Alors maintenant, moi, la conclusion de ça, c'est, il y a quand même, on est un peu embêté avec quand même, on ventile beaucoup d'air, on va prendre de l'air qu'on insuffle, je vous rappelle, directement dans les cavités, dans l'oropharynx. Je vous rappelle aussi qu'il y a des récepteurs au Covid-19, évidemment dans l'oropharynx, mais dans l'intestin grêle, c'est parfaitement démontré. Donc, et nous, on insuffle soit de l'air, soit de l'eau, qu'on a pris un peu n'importe où. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est une diapositive qui est importante. C'est comment, devant un risque, on réagit. Vous avez 3 niveaux. Soit en bas, vous protégez le malade ou les médecins ou le personnel, soit vous décrétez des recommandations, bon, très bien, soit vous avez un système, un appareil qui va éviter. Et ce qu'on sait, c'est que le système qui repose sur on met un masque, on se lave les mains, il y a des failles. C'est des failles avec le temps, et donc on sait que si on a un système physique, un système obligatoire, c'est mieux que le système qui est lié à la volonté de l'homme. Donc, je vais être bref. Voilà les trois problèmes. La prise d'air pour l'insufflation, le système de ventilation et le flacon d'eau. Alors, dans l'immédiat, première chose, condamner la prise d'air à l'intérieur du processeur et servir d'un circuit avec du CO2. Voilà les pompes à CO2. Alors, quand vous regardez pourquoi je vous montre ça, c'est que quand vous mettez, mettons, du CO2 qui vient du mur ou d'une bonbonne, le CO2, il va être connecté à la bouteille d'eau. Et c'est à partir de là que l'eau va repartir, ou l'air, ou le CO2. Donc vous faites un bypass complet de la pompe à air de la source de lumière. Alors, le petit dessin qu'on a refait, parce que j'ai eu du mal à leur faire comprendre même à mes chefs de clinique, mais donc voilà, vous avez le CO2 va dans le canal à eau, et à partir du réservoir d'eau, vous avez soit l'eau, soit le CO2 qui va dans son canal, commun air-eau, soit le canal à air des endoscopes. Donc ça, ça on peut le faire rapidement, et puisqu'on a beaucoup à avoir des pompes à CO2, mais je crois que là il y a une recommandation, surtout en période de Covid, d'avoir des pompes à CO2. Donc ça c'est faisable, c'est assez facile. Alors deuxième chose, on a réfléchi, on s'est dit on va mettre des masques chirurgicaux sur les grilles d'air d'aspiration de la source. Alors, vous voyez, là, c'est la même source, Fuji. Toutes les expérimentations que je vous montre là ont été faites avec le Fuji. Donc là, on a mis un masque, et puis on a regardé. Et on a mesuré la température, et puis on a regardé comment se faisait. Alors là, ça va pas, là. Les ventilateurs, ils forcent, l'air rentre partout, parce que la boîte n'est pas étanche, et puis la température, elle monte, et donc on a arrêté cette solution qui malheureusement ne marche pas. Donc ensuite on a eu une idée. J'avais vu dans des photos de blocs opératoires en Chine au moment du Covid. Alors voilà la photo en Chine. Vous voyez, tout est sous plastique dans les blocs opératoires. Donc j'ai essayé. Voilà. Donc avec l'aide de Fuji, on a alors. Ça marche pas du premier coup. Donc vous voyez, on met toute la colonne sur l'air, mais là il y a un savoir-faire. Je vous le dirai si vous voulez. Il faut un peu d'ampleur autour, parce que si vous êtes trop serré, ça monte à 45 avec des lampes au xénon.
Faut les couper. Vous voyez, on n'est pas à ras. Parce que si vous coupez à ras, ça chauffe. Chauffe à 45 degrés. Et puis il y a une différence majeure, c'est les lampes au xénon et les lampes LED. Hein, lorsque vous prenez des xénons, donc je vous l'ai dit, la température est de 323 degrés. La température est de 26 degrés, on l'a mesuré pendant 2 heures. Si vous mettez les 4 faces, alors 3 faces isolées, ça sert à rien. Si vous isolez 4 faces, vous êtes à 46 degrés au bout de 15 minutes. La limite de température, c'est 40 degrés. Donc, théoriquement, on ne doit pas faire d'examen de plus de 30 minutes. Et puis, autre petite chose que je ne faisais pas, vous savez, entre deux examens, vos infirmières, elles ferment l'endoscope. Ben, faut pas faire, elles ferment le bouton. Faut pas faire ça. Faut les mettre vous avez une fonction sur vos endoscopes pour que la ventilation continue. Un stand-by, voilà. Là, sur la fonction stand-by, pour qu'il continue à refroidir la température à l'intérieur. Un petit détail. Par contre, pour le LED, avec les LED de Fujifilm, j'ai pas essayé pour les LED, bien sûr, de Olympus. La température reste stable, elle passe de 25 à 27 degrés, donc là, on n'a pas de problème de température. Alors bon, donc sur les solutions, il y a une solution verte, donc ça marche. Le rouge, ça marche pas. Le orange, ça permet d'éviter la diffusion, et surtout d'aspirer aussi. Je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces fameuses fomites, elles sont au contact des malades, et avec nos systèmes d'aspiration qui sont très très proches, d'aération qui sont proches des malades, on a un risque potentiel. J'ai jamais dit qu'on transmettait le Covid, mais je dis qu'on a un risque potentiel. Donc la dernière, je vais terminer là-dessus, c'est en fait c'est assez simple. Faut mettre une boîte étanche, il y aura un filtre PA, mais il faut des débits suffisants et qu'on puisse insuffler dans l'organisme de l'air et ventiler avec de l'air filtré, Je pense que quand vous avez lu, alors j'ai lu pas mal la bibliographie, c'est que le SARS, c'est 1,5% de mortalité. Le SARS, le Covid-19, c'est 1,5% de mortalité. Si vous allez vers le SARS, c'est 30-40% de mortalité. Il faut savoir que quand ils étaient à Taïwan, chez des Chinois, le personnel médical et non médical, il était à la limite de refuser d'aller soigner des malades en réanimation. On est à 30-40%. Je parle pas d'Ebola. Alors le SARS, c'est un autre coronavirus. J'espère qu'on n'en aura pas. Mais vous voyez, je pense qu'il faut se préparer pas pour le Covid, mais on va nous demander d'être plus clean sur le risque aérien. Mais vous savez, je n'arrive pas à placer ces idées. Je l'ai envoyé en endoscopie et ils m'ont répondu: vous n'avez pas démontré la transmission du Covid-19. Non, j'ai pas démontré la transmission du Covid-19, mais je dis il y a un risque potentiel. Il faut répondre à cette question. Le problème, c'est que tu ne peux pas te limiter à la source. Il faut penser à l'ordinateur qui est dans la salle, comme tu l'as montré sur la photo. Il faut penser au système qui permet de réchauffer le malade quand on les endort pendant 1 heure. Il faut penser au ventilo des anesthésistes. Il faut penser à tout ça. C'est bien beau alors c'est très très bien qu'on le fasse, d'abord. Et bravo, encore. Mais il faut que les anesthésistes ils fassent pareil, ou que les ingénieurs biomédicaux ils fassent pareil pour le ventilo des anesthésistes, et la DSI pour l'ordinateur, etc., parce que c'est autant de petits ventilos qui tournent dans toutes les machines et qui font exactement la même chose. T'as fait raison. Alors le système de ventilation des anesthésistes est en vase clos, avec des filtres, donc ça pose pas de problème. Mais tu sais, mon agrégé qui est plus jeune que moi m'a dit il faut que tu déposes un brevet, donc j'ai déposé un brevet sur tous les matériels de bloc opératoire qui ont des ventilateurs, puisque tout ce qui est informatisé a tout ce qui a des microprocesseurs a de la ventilation. Donc tu as raison, j'ai fait les robots, les ordinateurs, les bistouris, la radiofréquence, l'échographie, la cryo machin. J'ai effectivement déposé pour faire un système avec de filtres autour. Alors, je vous rappelle quand même, là, c'est pas une lubie quand même d'un endoscopiste. Vous lisez Annals of Surgery, vous lisez British Journal of Surgery il y a 2 mois. Vous avez une mise au point sur le risque de transmission du Covid par les fumées chirurgicales.
dans les fumées du bistouri, et tu as, alors, en fonction du mode, je suis pas un spécialiste de la chirurgie, une augmentation de la prévalence de certaines maladies liées à l'HPV chez les chirurgiens qui font ce type de chirurgie.